Aujourd'hui, on va vous parler de la gestion de la pollution, mais surtout de tous les enjeux économiques et politiques qu'il y a derrière tout ça. Salut à tous et bienvenue dans Actu Réfractaire, votre émission d'actualité nationale et internationale. Vous nous retrouverez chaque jour à 18 h sur la chaîne YouTube d'Actu Réfractaire, sur la page Facebook de Canard Réfractaire, mais aussi en version podcast sur toutes les plateformes de podcast qui sont disponibles en description. Et pour rappel, cette émission, c'est votre outil, donc servez-vous-en au maximum et partagez-le. Allez, c'est parti. En commentaire, vous nous avez demandé des infos positives, alors on s'est dit, allez, il y a des esprits brillants dans ce monde qui pondent des idées géniales, parlons-en et on va essayer de résoudre avec ça les problèmes du monde. On est tombé sur l'initiative d'Ocean Clean Up, un bateau dépollueur des mers et des océans qui a atteint des records de collecte de plastique cet été, de quoi régler le problème qui tue la faune et la flore marine. En tout, ce sont 11 353 kg de plastique qui ont été retirés des océans lors de la dernière semaine d'août. L'association ambitionne de retirer 90% des déchets plastiques flottants présents dans les océans d'ici 2040. Selon le ministère de l'écologie français, les plastiques représentent 85% des déchets des océans et entre 75 et 180 millions de tonnes. Et cet écart de chiffres important repose sur la présence massive de microplastiques qui sont en réalité difficilement quantifiables. Ainsi, l'initiative imaginée par Brian Slatt lorsqu'il avait 16 ans va lui permettre peut-être, espère-t-il, de venir à bout du 7e continent de plastique. C'est ce qu'on appelle le vortex de déchets du Pacifique Nord, entre Hawaï et la Californie, qui concentre les déchets en suspension dans les eaux par tout un jeu de courants marins. Par contre, ce qu'on va voir ensemble aussi, c'est que même si ce projet est porteur d'espoir, il comporte aussi de nombreux obstacles. Tout d'abord, dans la mesure où le projet ne s'attaque qu'aux déchets en suspension flottant dans les eaux, il ne s'attaque donc pas aux microplastiques qui polluent dans les océans. L'efficacité de l'action sera donc forcément limitée puisque en 2021, on estimait à 24,4 trillions, c'est-à-dire de milliards de particules de microplastiques présents dans les océans. Qui plus est, cette année, le projet n'a permis de capturer que 32 tonnes des 58 000 tonnes de déchets déversés dans les grandes étendues d'eau. On ne peut donc pas compenser la pollution plastique générée grâce à cette initiative, donc il continue de se poser le problème de base qui est celui de la production des déchets. Par ailleurs, les déchets qui continuent d'affluer dans les océans y parviennent par les fleuves et les rivières qu'ils charrient. Ça veut dire quoi, charrie ? Par ailleurs, les déchets qui continuent d'affluer dans les océans y parviennent par les fleuves et les rivières qui les transportent. Des scientifiques ont ainsi remarqué qu'il serait beaucoup moins coûteux d'installer des clôtures pour capter les déchets avant qu'ils ne se déversent dans les grandes étendues d'eau. Et c'est ce que expérimente l'association The Ocean Cleanup au Guatemala depuis 2022. Et cette stratégie connaît aussi des freins puisque l'installation d'infrastructures sur des rivières nécessite d'avoir des autorisations gouvernementales. Elles ne sont pas simples à obtenir puisque les clôtures bloquent aussi la circulation du fret. Mais les clôtures sont moins polluantes puisqu'elles ne reposent pas sur des navires fonctionnant sur des énergies fossiles. Et cette technique peut aussi limiter la captation de la faune aquatique dans les filets. Enfin, le problème principal de cette initiative, de ce bateau qui récupère un nombre record de plastique dans les océans, c'est le financement. En effet, le principal financeur de l'association est la société Coca-Cola, qui est placée comme le plus gros pollueur du monde par les groupes environnementaux. Ocean Clean Up a également noué des partenariats avec Kia pour la réutilisation des plastiques dans leurs voitures électriques, alors même que cette industrie est extrêmement polluante. Il ne s'agit donc pas d'une solution pour se sauver de la pollution, mais pour permettre à des grands groupes pollueurs de faire un petit peu mieux de la communication. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas récupérer cette technique après qu'on ait changé 2-3 trucs à l'Elysée. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et vous allez voir, ce n'est pas la seule initiative écologique qui rencontre ce genre de contradiction, et pour ça, il faut quitter le Pacifique pour aller sur la Terre en Californie.
L'État californien cherche à faire payer ses plus gros pollueurs et ses plus anciens pollueurs afin de financer les réparations des catastrophes dues au réchauffement climatique. Et pour faire ça, la Californie a intenté un procès à 5 grandes entreprises pétrolières pour qu'elles payent les dégâts environnementaux qu'elles ont engendrés. ExxonMobil, Shell, BP, ConocoPhillips, Chevron ainsi que l'American Petroleum Institute, un truc comme ça, vont donc se retrouver devant les tribunaux. Le gouverneur démocrate a déclaré: pendant plus de 50 ans, ils nous ont menti, cachant le fait qu'ils savaient depuis longtemps combien les énergies fossiles qu'ils produisaient étaient dangereuses pour la planète. Une victoire au tribunal permettrait à la Californie de se refaire une santé économique. En effet, les incendies et les inondations subies à répétition récemment ont engendré le refus des compagnies d'assurance d'indemniser les entreprises et les particuliers ayant perdu leurs biens. De ce fait, les entreprises choisissent de délocaliser au Texas, qui crée des réglementations fiscales bien plus intéressantes, mais qui amènent l'État californien, un des États qui était le plus riche des États-Unis, à être à deux doigts de la banqueroute. Par ailleurs, le procès va aussi permettre d'apaiser une population en colère en Californie contre les grands groupes du pétrole. Et pour cause, le carburant coûte 30% de plus pour les Californiens à cause de taxes environnementales. Des taxes environnementales qui ont été l'occasion pour les compagnies d'augmenter leur prix, donc leur profit, afin de laisser croire que la totalité de ces augmentations était due à ces taxes-là. Qui plus est, l'abandon des assureurs et le coût de la vie entraînent une très forte augmentation du sans-abrisme. Seulement 25% des Californiens peuvent se permettre d'acheter un bien immobilier et le loyer médian atteint 2300 $. Avec une petite dose d'hypocrisie, le gouvernement californien arrive à faire une pierre 4 coups. En premier lieu, il renfloue les caisses de son État en faisant des procès à des sociétés polluantes qui se font beaucoup de profit. En deuxième lieu, ils apaisent la population et évitent le débordement social en s'attaquant à des multinationales polluantes. Ils favorisent aussi indirectement l'émergence des voitures électriques, important dans une région de tech comme la Californie. Et en dernier lieu, il peut englober tout cela dans une mesure écologique très démocrate compatible. Et ça, avant les élections, c'est plutôt bien joué. Seulement, il n'est pas sûr que ce procès soit longtemps tenable pour la Californie, la région étant l'un des États les plus riches en hydrocarbures. On vous tiendra évidemment au courant de cette affaire, donc n'hésite pas à t'abonner. Et pour finir, on va parler un peu de foot et de répression de supporters, mais surtout de la solidarité entre les supporters. Ce dimanche s'est tenu le match entre le Racing Club de Strasbourg et Montpellier Hérault Sporting Club, sauf qu'il y a eu un problème. 150 supporters montpelliérains ont été empêchés de rentrer dans le parcage visiteur qui leur était pourtant réservé. En cause, selon la préfecture, certains supporters ont rejoint le stade de la Méno, seuls sans suivre l'escorte policière qui devait les conduire depuis une aire d'autoroute en amont de Strasbourg. En conséquence, les supporters strasbourgeois ont refusé de chanter une autre chanson que Liberté pour les Ultras en solidarité avec leurs homologues. Ils leur ont même apporté de l'eau. Ce n'est que 10 minutes après le coup d'envoi du match et après 3 heures d'attente en plein soleil que les supporters de Montpellier ont enfin pu rentrer dans les gradins. Et c'est pas la première fois que des groupes de supporters se font interdire l'accès à un stade et subissent la répression de l'État. Il faut dire que tout ne va pas forcément bien entre le système économique du football et les groupes de supporters. Par exemple, les fumigènes dans les stades, c'est bien quand tu es supporter, sauf qu'en fait, ça empêche aux télévisions de voir les publicités qui sont affichées. Autre exemple, les groupes d'ultra défendent l'intérêt sportif avant l'intérêt économique dans les choix stratégiques des clubs. Et quand on connaît l'enjeu financier derrière les clubs de foot, évidemment, ça crée quelques conflits. Dernière bonne nouvelle, Guingamp a gagné 3-0 contre Ajaccio. Voilà. On est même 4e du classement, c'est-à-dire qu'on va peut-être gagner quelques places contre Laval et tout et être en Ligue 1. Voilà. C'est comme des bonnes nouvelles, ça. C'est là-dessus qu'on termine notre quotidienne. Si ça vous a plu, pensez à partager un maximum cette vidéo et surtout à vous abonner sur la chaîne YouTube, c'est très important. Sur ce, amis réfractaires, passez une très bonne soirée à vous et à demain à 18 h pour votre prochaine analyse critique de l'actualité. Des bisous.